Bonjour tout le monde, la vidéo d'aujourd'hui, ça va être moins marrant que ce à quoi j'ai pu vous habituer. Je suis pas spécialement une personne qui pense que les réseaux sociaux, ça doit être juste une démonstration de bonne humeur et de feel good et qu'on soit bien tous ensemble. Je pense aussi que quand il y a des soucis, il faut en parler. Et vu que j'ai une expérience quand même un peu particulière avec un souci en particulier, je pense que c'est intéressant qu'on en discute une bonne fois pour toutes. Parlons de la pédophilie sur internet. Vous le savez, nous le savons tous, on nous l'a appris à l'école, il y a des pédophiles sur internet qui se font passer, soi-disant, en tout cas, la plupart du temps, c'est comme ça qu'on nous le présente à l'école, qui se font passer pour des enfants afin d'obtenir des faveurs sexuelles diverses et variées. Ça peut aller des sextos, des nudes, ou une rencontre IRL, où il peut se passer malheureusement des trucs encore plus graves que le reste. Et au-delà de ça, il y a des conséquences psychologiques et des conséquences possibles. Par exemple, si jamais il y a des nudes qui ont été envoyés, il peut y avoir ce qu'on appelle du revenge porn, c'est-à-dire des nudes qui se retrouvent divulgués, par exemple, à des proches de la victime. Qu'on soit bien clair, on va pas vraiment parler de ça aujourd'hui. Pour la très simple et bonne raison que cela ne représente tout simplement pas mon expérience. L'expérience dont je vais vous parler est assez proche de ça, enfin c'est la même idée, ça reste de la pédophilie sur internet, mais on est quand même dans une autre dimension. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. En fait, j'aimerais parler de la réalité de la pédophilie sur internet. Pas la façon dont on nous le raconte à l'école, la façon dont je l'ai vécu. Je vais essentiellement témoigner. Je vais parler aussi de sujets, de notions, etc. que j'ai dépatouillé avec moi-même au fur et à mesure du temps. Ce que je dis ici, c'est émotionnel, d'accord ? Il y a du factuel, il y a des choses qui se sont passées, il y a beaucoup de choses dont je ne me souviens plus complètement, qui sont un peu difficiles à retracer pour moi, parce que j'ai des blackouts sur ce qui s'est passé, j'expliquerai après. Et globalement, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a le droit de ne pas être d'accord. Vraiment, vous avez le droit de me dire « je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point ». Est-ce que c'est nécessaire de l'exprimer ? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que je vais parler de mon expérience, de mon ressenti, de mon vécu, et donc ça va être difficile de me sortir de certaines notions que ce vécu implique ou m'a apporté. Parce que ce dont je vais vous parler, c'est quelque chose qui a changé ma vie. Du coup, il faut que je vous raconte ma rencontre avec S. On va l'appeler S, c'est son initiale. Ça sera plus simple si je fais la faute à un moment, je biperai au montage. Je préfère ne pas donner son nom. De toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance. En gros, nous sommes en juin 2017. J'ai 15 ans, depuis un mois. Et je passe tout mon temps sur Wattpad. C'est vraiment une grosse période Wattpad, je suis vraiment tout le temps sur Wattpad à ce moment-là. Et je lis régulièrement sur Wattpad des fictions érotiques. Alors il faut savoir que Wattpad, donc c'est un réseau social sur lequel il y a plein de livres qui ne sont pas censés y être, mais qu'on aime bien qu'ils y soient quand même un peu. En gros, je lisais des textes érotiques sur Wattpad, comme toutes les adolescentes de 15 ans. Mais faut savoir que je suis une adolescente de 15 ans un petit peu raffinée, si vous voulez, j'ai des goûts de luxe en termes de... Mon dieu, qu'est-ce que je raconte ? J'ai des goûts de luxe en termes de fiction érotique. Je veux dire par là que, quand je trouve un bon auteur de fiction érotique, je suis capable de m'investir. Je veux dire par là de lire vraiment toute sa bibliographie, en gros. Et là, j'arrive sur le compte d'un auteur, et je vois qu'il écrit vraiment bien, quoi. Genre, c'est des très belles fictions, j'aime beaucoup ce qu'il raconte. Il y a un mélange entre du cru un peu, et des trucs vraiment très intéressants et très bien racontés, donc je suis assez contente. Je m'abonne, voilà. Jusque-là, vraiment rien d'anormal là-dedans, je m'abonne à son compte. Cette personne m'envoie un message pour me remercier de m'être abonnée. Jusque-là, toujours rien d'anormal. C'est une pratique relativement courante sur Wattpad, ça permet, entre autres, de créer de l'engagement en soi. Jusque-là, tout va bien. Du coup, je lui réponds, c'est cool, j'aime bien ce que tu fais. Oui, parce que sur Wattpad, on n'a aucune pudeur par rapport à ça, Moi, j'ai dit à un auteur érotique que j'aimais bien ce qu'il faisait, aucun souci. De toute façon, t'es anonyme sur Wattpad. J'étais anonyme sur Wattpad. Alors, c'était mon pseudo, c'était mon prénom, mais sinon, j'étais anonyme sur Wattpad. Personne ne me connaissait plus que ça. Du coup, j'étais chill avec ça, et arrive le moment où il m'écrit une phrase qui me restera gravée toute ma vie. Il me demande « On peut en parler si tu veux ». Moi, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire. J'ai pas compris ce qu'il voulait dire en premier. Vous voyez où je veux en venir. Vous voyez très bien où on va arriver. Et du coup, je continue la conversation et je comprends assez vite ce qu'il veut dire. À ce stade-là, moi, j'ai 15 ans. Je suis
une petite ado un peu frustrée du cul, parce que on a tous des envies à 15 ans. Enfin, je veux dire, surtout moi, j'étais quand même... J'étais pas dans une optique de pureté, de me protéger jusqu'au mariage, enfin vous me connaissez, j'ai été comme ça, mais j'avais 12 ans, tu vois. À 15 ans, j'étais déjà beaucoup plus libérée, j'avais une compagne, enfin j'avais une copine avec qui, enfin voilà, c'était un peu compliqué, mais on n'était pas vraiment ensemble officiellement, c'est pour ça que c'était pas de la tromperie vis-à-vis d'elle. La relation avec cet homme n'a pas été de la tromperie. Mais voilà, j'avais une compagne, il se passait des trucs, tu vois, dans ma vie sexuelle. Mais il y avait une frustration sous-jacente qui existait et qui en fait était plutôt d'ordre amoureux. Parce que du coup, cette copine, on n'était pas en couple. On n'avait pas le statut de couple. Et moi, c'est quelque chose que je recherchais super fort à l'époque, sans l'assumer. Genre, j'assumais pas du tout que je voulais être amoureuse, en fait, que je voulais aimer. Du coup, j'avais des frustrations. Et là, ce mec qui vient me parler en privé et tout, ça m'excite de ouf. Alors, faut savoir que assez vite, je lui demande son âge. Et il esquive la question. Donc là déjà, on a un gros souci, c'est que la question a été assez vite répondue par la suite. La question elle est vite répondue. Mon Dieu. Tout va bien. La question a été assez vite répondue par la suite, mais sa première intention a été d'essayer de me cacher son âge. Et ça, c'est déjà un gros problème, parce que on va revenir sur le principe de consentement plus tard, mais... Enfin voilà, on va revenir sur le principe de consentement plus tard, vous allez comprendre pourquoi c'est un gros problème à ce moment-là. Du coup, il a essayé intentionnellement de me cacher son âge, parce qu'en fait, il avait 30 ans de plus que moi. J'avais 15 ans, il en avait 44. 30 ans de plus que moi. Vous allez me dire, mais les grandes différences d'âge, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, mais quand on a 15 ans, si. Et de mon point de vue, aujourd'hui, après cette expérience, je suis très frileuse par rapport aux relations avec des grandes différences d'âge. Voilà, ça c'est un truc dont on pourrait discuter des heures, et de toute façon, si ça regarde d'autres personnes, ça ne me regarde pas, mais je suis très frileuse par rapport aux relations avec des grandes différences d'âge. Pour moi, ça peut difficilement fonctionner. Mais là, on est dans un cas quand même plus compliqué, c'est-à-dire que je suis encore mineure. Techniquement, j'ai la majorité sexuelle pour la France, pas pour la Belgique. Donc en Belgique, complètement illégal. J'ai la majorité sexuelle, mais je suis mineure. Genre, j'ai 15 ans, les gars. J'en ai 19 aujourd'hui. Il faut savoir que je suis très respectueuse envers la personne que j'étais à 15 ans. Je suis pas du tout à me dire « Oh putain, qu'est-ce que j'étais con quand j'avais 15 ans ». Non, j'étais con quand j'avais 13 ans. À 15 ans, j'étais déjà plus con. Mais quand même, j'ai 19 ans aujourd'hui. À 15 ans, j'avais pas 19 ans. J'étais pas la même personne. Et j'avais vraiment pas l'expérience à mener avec une personne aussi âgée en fait. Du coup, petit point important, c'est qu'on était sur Wattpad à ce moment-là, et sur Wattpad, il ne peut y avoir que des mots. On est dans le cadre de Wattpad, et pendant, je pense, 24 heures, on ne s'arrête pas de parler, et de parler que de cul. Pendant 24 heures, on parle de cul. Et il me parle assez vite de l'idée d'être dans une genre d'exclusivité, c'est quelque chose sur lequel il insistait pas mal, sur le fait que lui ne voyait aucune autre fille pendant notre relation, et ça a commencé à merder quand moi j'ai commencé à aller regarder vers certains autres mecs. Et du coup, il a commencé à amener ça très vite, genre après 1 ou 2 jours, qu'il voulait une amitié coquine, exclusive, voilà, en gros. Il y avait cette idée-là. Moi, je le répète, j'étais ultra excitée. À ce moment-là, je savais son âge. Oui, si, je savais son âge. Lui, il savait pas encore le mien, d'ailleurs. Hein, il savait pas encore le mien. Super. Mais voilà, je savais son âge, du coup j'étais un peu frileuse, mais pas trop. Et lui, il était vraiment dans une notion de « je comprendrai si tu ne veux plus me parler, je comprendrai si mon âge est un frein pour toi, etc. etc. » Il dit « pour moi tu es déjà une femme, machin, on va y revenir. » Mais du coup, assez vite, en fait, on passe sur Skype. Skype, on peut s'appeler, on peut s'envoyer des photos, on peut faire beaucoup plus de trucs que sur Wattpad. Des photos, il y en a eu. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu un peu de sa part. Il y en a eu énormément de ma part. Je sais pas combien de dizaines et de dizaines de photos je lui ai envoyées sur la période de 2 mois où on a été ensemble, 3 mois. Et quand je dis qu'on a été ensemble, on n'était pas en couple, hein. On était dans une amitié coquine exclusive. Quoi que ça veut dire. Sur ce timing, moi j'étais dans une effervescence de ouf, et du coup, mes barrières sont tombées une à une. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, ok, je lui enverrai pas de photos de moi. On est passé sur Skype pour une autre raison, je vais expliquer après comment est-ce qu'il a joué ce tour-là. Au début, je voulais pas lui envoyer de photos de mon corps. Je lui ai commencé par lui envoyer des photos de mon visage. Puis j'ai commencé à lui envoyer des photos, des selfies de mon visage, où on commençait à voir un peu mon décolleté. Et petit à petit, j'ai fini par lui envoyer des photos ultra crades, dont j'ai honte d'avoir fait des trucs pareils, tu vois. Genre je me dis, mais comment j'ai pu faire ça ? Faut savoir que j'ai pris des photos 1000 fois plus crades pour lui au bout de 3 mois, que je n'en ai jamais pris pour mon compagnon en 4 ans. Parce qu'en fait, ça ne me plaît pas. Enfin, genre, c'est complètement con, mais ça ne me plaît pas de prendre des photos ultra crades comme ça. Genre, ça me plaisait pas, et ça me plaît toujours pas aujourd'hui. La craditude des photos, je veux dire.
Le fait de prendre des photos de moi nue et de les envoyer, ça c'est encore autre chose. Au bout, donc on reste sur Skype jusqu'à la fin du mois d'août. Pendant tout le mois d'août, on n'arrête pas de se disputer. Je pars un moment en vacances et enfin voilà, on n'arrête pas de se disputer, etc. Fin du mois d'août, je rencontre un autre mec qui a 25 ans. Yes, il y a plus que 10 ans de différence. Wouh, j'ai toujours 15 ans. Fin du mois d'août, je rencontre un autre mec qu'on va appeler M. On garde les initiales, c'est pas mal les initiales. Et je quitte S pour lui. Genre voilà, globalement, on se dispute et je mets fin à la relation. Je vais parler plus tard de hoovering et expliquer en détail ce que c'est, mais en gros, sachez que je suis restée avec M jusqu'en novembre 2017, donc pendant 3 mois. Et de nouveau, on n'était pas du tout dans une relation, genre pas du tout dans une relation amoureuse, on n'était pas du tout on n'était même plus exclusifs, mais il y avait quand même cette notion de principal. Genre voilà, c'était mon principal plan cul virtuel. J'en reviens pas de me dire que j'ai pu me retrouver dans une situation pareille. Sérieusement, c'est horrible. Et puis, novembre 2017, on est en novembre 2017, je rencontre Guillaume, mon compagnon, que vous connaissez, que vous avez déjà vu, et je quitte tout. Genre, je plaque tout du jour au lendemain pour l'amour. Par amour. Pour l'amour, parce que là, je sais qu'il peut se passer ce que je recherche vraiment, en fait. Ce que j'assumais pas de rechercher, mais ce que je recherche vraiment au fond, c'est-à-dire une vraie relation. Cette relation a eu lieu, cette relation a toujours lieu, on est 3 ans et demi plus tard, et tout va bien pour nous. On s'est relevé lentement, mais moi j'ai mis beaucoup de temps en fait. Parce que au bout de quelques mois, j'ai commencé à prendre conscience que la relation que j'avais connue avec S, elle était pas normale du tout. Qu'il y avait rien qui allait. Et ça va au-delà de l'aspect pédophilie de la chose. Mais la rencontre avec Guillaume, ça a été une prise de conscience de ouf. Et il faut savoir qu'à un moment, j'ai tout supprimé. J'ai supprimé toutes les conversations avec M, j'ai supprimé toutes les conversations avec S, je les ai bloquées de partout, j'ai vraiment voulu mettre ça dans ma vie complètement de côté. Ce qui fait que, 1, aujourd'hui je n'ai plus aucune preuve. 2, quand j'ai commencé à avoir des blackouts et des problèmes de mémoire sur ce qui s'était passé, je n'avais plus rien pour me souvenir. Et ça a été très dur parce que j'ai une obsession avec le fait de me souvenir de tout et de tout garder. Horrible. Le fait d'avoir tout supprimé, je pense que ça m'a aidé à passer à autre chose, mais je pense que dans les faits, je l'ai très mal vécu. Alors, je serai plus précise plus tard, mais il y a eu des tentatives de retour de la part des deux, de S et M. Celles de M sont plus insidieuses. En fait, je pense qu'il se rend pas compte que je l'ai ghosté. Parce que, donc, je lui ai dit que c'était terminé, tu vois. Il a pas compris. Du coup, au bout d'un moment, j'ai arrêté de répondre à ses... Enfin, il a compris, mais genre, il continuait de m'envoyer des messages et tout, alors que moi, je voulais plus rien avoir avec tout ça, en fait. J'ai juste arrêté de lui répondre. Et il continue, là, il laisse des messages sur ma chaîne YouTube, il laisse des commentaires sur ma chaîne YouTube, il m'envoie encore des messages privés. À chaque fois que je crée un nouveau compte Insta, il s'abonnait à chaque fois que je créais un nouveau compte Insta, y compris des comptes Insta, genre le compte Insta de ma mini-entreprise. Il s'était abonné tout de suite, et je l'avais bloqué et tout, direct depuis le compte Insta de la mini-entreprise. J'étais gênée par rapport aux autres. Et voilà, que des trucs comme ça, quoi. En fait, il veut toujours être présent dans ma vie, alors que moi, je ne veux plus rien avoir avec lui, et c'est pénible. À la limite, ça, je pense que lui, il se rend juste pas compte que je veux plus rien avoir avec lui. Par contre, S, lui, je pense qu'il est parfaitement conscient de ce qu'il fait. Il a fait plusieurs tentatives de retour, la dernière date déjà d'il y a 1 an et demi. Mais en gros, genre, il a recommencé à m'envoyer des messages sur Skype, il a intégré mon serveur Discord. Pire moment. J'ai fait une crise d'angoisse en comprenant que c'était lui. Instantané. Genre, ça m'était jamais arrivé comme ça. Genre, j'ai senti l'angoisse et instantanément, c'était une crise en fait. Genre, j'ai pas pu me rendre compte de ce qui était en train de se passer. Horrible. Et ouais, voilà. Du coup, lui, il fait vraiment ce qu'on appelle du hoovering, c'est-à-dire qu'il essaye de revenir juste pour garder l'emprise mentale qu'il avait sur moi. On va revenir à ça dans la partie manipulation et tout ça. Et en gros, pour vous donner une idée, là aujourd'hui, je n'y pense plus trop. Pendant toute l'année 2019, j'y pensais plusieurs fois par semaine. Et certaines semaines, j'y pensais tous les jours, plusieurs fois par jour. 2018-2019, il occupait toutes mes pensées. J'irais presque jusqu'à dire que ça m'arrivait de penser plus à ça qu'à Guillaume. Tellement j'étais perdue par ce qui s'était passé, tellement je me rendais compte d'à quel point il s'était passé des trucs horribles en fait. Je vais vous raconter tout ça un peu plus en détail, mais il y a une notion ultra importante sur laquelle il faut qu'on revienne en premier, qui est la notion de consentement. Parce que là, je vous ai raconté tout ça, et vous êtes totalement en mesure de vous dire, mais en fait, tu étais consentante à ce qui s'est passé. Et on pourrait en parler des heures. D'accord ? On pourrait en parler des heures, on pourrait en débattre des heures. Première chose avec le consentement, c'est que je ne peux pas parler, parce que je ne connais pas assez le sujet, de l'aspect légal des choses. Je sais que la majorité sexuelle est à 15 ans en France et 16 ans en Belgique. Je sais que l'âge pour donner son consentement
est à 15 ans en France, 14 ans en Belgique. Lui, il était en France. Je ne sais pas comment est-ce que ces deux notions influent sur la relation qu'on a eue. Parce qu'il n'y a eu que du virtuel, en fait. Ça c'est jamais sorti du cadre du virtuel. Et effectivement, dans nos deux pays, je suis considérée comme étant en pleine capacité de donner mon consentement. Et donc, quand on regarde la relation, etc., a priori, je suis consentante. J'étais entièrement d'accord pour ce qui s'est passé. Et contrairement à d'autres choses que j'ai pu voir, il n'a pas dû faire de la manipulation vraiment de bas étage pour... Genre, il m'a pas fait de chantage affectif pour avoir des nudes, par exemple. Il y a des hommes qui font ça, et là, le consentement, c'est zéro, tu vois, c'est nada. Mais là, par exemple, il a pas dû le faire. Moi, je lui ai donné des nudes sans chantage affectif. Du coup, je ne suis pas assez calée sur le plan légal des choses. La loi dit qu'a priori, je suis en capacité de donner mon consentement dans nos deux pays. Je sais même pas la légalité de quel pays est en fonction. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on peut discuter d'un aspect plus moral des choses. Plus personnel en fait. Et sur l'aspect moral des choses, j'ai 19 ans aujourd'hui, je pense qu'à 15 ans, j'étais en capacité de donner mon consentement pour certaines choses, mais quand je regarde la relation avec mon œil d'adulte, il y a plein de fois où j'étais pas vraiment d'accord. Il y a plein de fois où je me suis forcée pour répondre à ses attentes. Et ce qui est certain, c'est que lui s'en fichait. C'est-à-dire que, autant il n'a jamais formulé les choses en mode forcing, autant il s'est jamais inquiété du fait que je fasse quelque chose qui ne me plaise pas. Donc ça, c'est un point important. Globalement, en termes de vision morale de la chose, on y revient, mais j'avais 15 ans, il en avait 45, 44. Nous n'étions pas dans une situation où je donnais clairement mon consentement de façon enthousiaste. Et il y a autre chose qui vient s'ajouter à ça, c'est qu'à l'époque, le principe de consentement était une notion floue. C'est ultra important qu'on cadre bien ça. Au moment où je l'ai rencontré, je ne connaissais pas le principe de consentement. J'avais 15 ans, à l'époque, les petits culs nus, ça n'existait pas. C'est après ma relation avec lui que c'est né cette idée de faire de l'éducation sexuelle. Le consentement, j'avais peut-être vaguement entendu ce que c'était, mais je n'étais pas capable de l'appliquer et je n'étais pas capable de le comprendre. Je n'avais pas intégré l'idée que pour qu'une relation sexuelle, de quel type qu'elle soit, y compris virtuelle, se passe bien, il faut que les deux parties soient enthousiastes à l'idée de la pratiquer. C'est pas une notion que j'avais à l'époque en fait. Pas du tout. Ça se voyait d'ailleurs dans mes relations IRL également. Du coup, là par exemple, quand je regarde par rapport au prisme de ma relation actuelle, où le consentement n'est peut-être pas, genre nous sommes peut-être pas dans un consentement oral permanent, mais nous avons conscience de l'existence du consentement et du besoin de consentement l'un de l'autre dans ma relation actuelle avec mon compagnon. Nous partons un peu du principe que tant que l'autre ne dit pas non, c'est que ça va, parce que nous savons que nous nous connaissons bien l'un l'autre et que nous oserons dire non s'il y a un souci. À l'époque, ça n'a pas du tout été acté, ça n'a pas du tout été cadré de cette manière. Ce qui fait que, en fait, la notion même de consentement dans cette relation était floue. Il n'y a pas un moment où il m'a demandé « Est-ce que tu consens ?» et où j'ai répondu « Oui, je consens ». C'est très différent. Si j'avais aujourd'hui des relations comme ça, ou si j'avais aujourd'hui des relations avec d'autres personnes qu'avec Guillaume, c'est un cadre qui serait défini pour moi dès les premières minutes. C'est la première chose que je ferais, de définir le cadre du consentement, d'assurer à l'autre personne qu'elle a le droit de me dire non ou qu'elle a le droit de me diriger, de m'encourager, etc. Là, on n'était pas du tout là-dedans. Ça n'a pas du tout été cadré en fait. Est-ce que j'étais consentante dans cette relation ? En fait, je ne me souviens plus. Je n'ai plus aucune preuve et mes souvenirs sont incomplets. Donc, est-ce que j'étais consentante ? Je me souviens d'avoir fait des choses que je n'avais pas envie de faire, mais où a priori lui ne savait pas que j'avais pas envie de les faire. Et je me souviens d'avoir été très excitée par cette relation et qu'il y a plein de choses au contraire que je faisais avec enthousiasme. Du coup, est-ce que j'étais consentante ? Pas tout le temps, a priori, et c'est compliqué. Au-delà de ça, c'est très compliqué de répondre à cette question. Pour moi, aujourd'hui, avec le regard que je pose, si on me pose la question, je dirais que je n'étais pas consentante. Parce que, de toute façon, genre, s'il y a un moment où t'étais pas consentant pour un truc, c'est que t'as pas été consentant. Voilà, ça s'arrête là. Si j'ai consenti à d'autres trucs, voilà. Maintenant, on va parler d'un point qui est également compliqué pour certaines personnes, mais sur lequel il est très important de revenir. C'est que je suis fondamentalement une victime de ce qui s'est passé. Alors là encore, on pourrait me dire oui, mais tu as consenti à certains trucs, tu l'as laissé faire globalement. Même si on peut discuter du fait que tu n'étais pas consentante, tu l'as laissé faire, tu lui as laissé prendre de la place, tu lui as laissé dire ceci, tu lui as laissé dire de cela, tu as toi-même franchi les barrières, tu aurais pu vraiment lui dire stop à un moment et lui dire non, je ne veux pas aller au-delà. Donc, c'est toi qui es débile. Non. Il faut apprendre, il faut comprendre que dans notre monde, il y a des gens, il y a des personnes qui sont fondamentalement mauvaises, qui n'ont fondamentalement
aucune bienveillance et qui ne pensent qu'à leur propre profil. Et nous sommes sur un profil de ce type. On va parler de manipulation. Donc il faut savoir qu'il y a des gens qui sont capables de manipulation, qui manipulent totalement inconsciemment ou totalement consciemment, ça dépend des genres, des types de trucs, on s'en fout, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la manipulation qui entre en jeu, qu'on ne peut pas le nier et que c'est beaucoup, beaucoup plus subtil que tout ce qu'on peut imaginer. Un truc important, c'est que ce ne sont pas les personnes débiles qui sont manipulées, ce sont les personnes trop sûres d'elles. En 2017, je commençais à prendre conscience de la manipulation que j'avais subie dans d'autres relations. Du coup, je pensais, à tort, que plus personne ne pouvait me manipuler. Parce que je prenais conscience de ce qui se passait. Et du coup, crac, je me suis fait manipuler par 3 personnes, M, S et ma compagne de l'époque. Super, vraiment, le top. On part sur un sacré... On part sur une sacrée énergie, une sacrée bande de manipulateurs. Donc, les personnes, le fait de douter de soi et le fait de douter des autres, c'est la base pour ne pas être manipulé. Si tu es trop sûr de toi, si tu te dis « je suis plus intelligent que ça, personne ne pourra me manipuler », tu es la bonne cible pour les manipulateurs. C'est comme ça que ça marche, et pas autrement. Donc, ce ne sont certainement pas les personnes débiles qui sont le plus manipulées. Par contre, quelles sont les personnes qui sont le plus manipulées ? Les personnes hypersensibles. Je suis hypersensible. Je suis diagnostiquée hypersensible. J'ai été manipulée de plusieurs fois, et le jour où j'ai découvert le terme hypersensibilité, le jour où j'ai commencé à lire des articles sur l'hypersensibilité, j'en ai lu un sur la manipulation mentale, j'ai eu l'impression que la personne connaissait toute ma vie. C'est vraiment exactement comme ça que ça se passe. Je vous invite à faire des recherches sur le sujet si ça vous intéresse, parce que c'est passionnant. Ce gars-là, il utilisait des techniques de manipulation qui fonctionnent à merveille sur les personnes hypersensibles. Et qui sont, comme je l'ai dit, beaucoup plus subtiles que ce qu'on peut imaginer. Du coup, comment est-ce qu'il me manipulait ? Comment fonctionnait sa manipulation ? Alors, la première phase de la manipulation, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même principe, mais adapté à une relation pédophilie, ça prend des tournures un peu subtiles, mais qu'on retrouve tout le temps. Vraiment, sérieusement, j'ai vu d'autres... Après, j'ai rencontré d'autres personnes qui avaient été victimes de pédophilie sur internet, etc. C'est toujours les mêmes phrases. Du coup, la première phase d'une manipulation en bonne règle, en bonne et due forme comme on dit, c'est de flatter la personne, pour la mettre dans sa poche. Donc, dans les relations pédophilie mineure majeure, etc., ça va toujours commencer par des trucs du style « je te trouve vraiment très mature pour ton âge »,« à mes yeux, tu es déjà une femme ». Et du coup, on n'est pas du tout dans cette notion dont on a l'habitude, qui est la notion de pédophilie, justement. En fait, il nous fait croire, non pas que c'est un adulte attiré par les enfants, mais que c'est un adulte attiré par nous personnellement, parce que nous ne sommes pas comme les autres enfants. Je dis enfant, bon, on peut dire adolescent, on peut dire ce qu'on veut, vous avez compris la notion, l'idée de la notion. Du coup, en gros, oui, c'était vraiment des flatteries du style je te trouve vraiment très mature, pour moi tu es déjà une femme, moi je m'en fous de notre différence d'âge, je m'en fous de ce que pensent les gens, moi je t'aime, il me disait je t'aime. Donc voilà, il y avait un engagement, une flatterie, vraiment quelque chose de très positif, vraiment très positif, d'un truc de je t'aime pour ce que tu es, indépendamment du fait que tu sois une jeune fille. Je m'intéresse à toi, je m'intéresse à ce que tu aimes, etc. Au début de notre relation, c'était beaucoup ça. C'était oh tiens, on aime les mêmes trucs, oh tiens, on a vécu des trucs semblables. Et c'est vraiment genre regarde, je suis la bonne personne pour toi. En gros, c'est la première phase de manipulation, c'est ça l'idée, c'est regarde, je suis la bonne personne pour toi. Et c'est comme ça que lui, il est venu vers moi. Et c'était voilà des phrases, les phrases que je vous ai dites, tu es mature, tu es déjà une femme, on s'en fout des autres, on s'en fout des différences d'âge, tu comptes plus pour moi que ce que les gens pensent de nous. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Je vais parler d'un épisode en particulier, donc qui est le passage de Wattpad à Skype, parce qu'en fait c'est fondamental. Ça s'est passé 2 jours après le début de la relation. À ce moment-là, a priori, j'avais encore pas mal de barrières, mais c'est fondamental pour montrer un peu comment il s'y prenait. Moi, à ce moment-là, dans ma tête, c'était clair, je veux qu'on ne s'échange que des messages, je ne veux pas lui envoyer de photos. C'était ça ma priorité, c'est il ne faut pas que je lui envoie des photos de mon corps. À ce moment-là, j'en avais jamais envoyé à personne. Et comment est-ce qu'il s'y est pris pour qu'on passe sur Skype aussi vite ? Il m'a dit je veux te montrer ce que tu me fais. Donc il ne me disait pas je veux voir ton corps, je veux des nudes de toi, je veux entendre ta voix ou ce genre de choses. Non, il m'a dit je veux t'envoyer des photos de moi, de lui donc en l'occurrence. Et du coup, c'est comme ça qu'on est passé sur Skype. Et les premières photos qui ont été échangées sur Skype, c'était des photos de sa tub. Ce qui peut paraître très repoussant, ce qu'il a été d'ailleurs,
j'étais pas à l'aise avec ça. De façon générale, ça ne m'intéressait pas beaucoup de recevoir ses news à lui. Mais voilà, on s'est retrouvés sur Skype. On s'est retrouvés sur Skype parce qu'il me disait « Je veux te montrer ce que tu me fais ». Je pense qu'il m'a aussi dit très cash « Je veux te montrer ma bite à un moment ». Enfin genre, voilà, c'était vraiment genre... L'énergie n'était pas du tout dans le sens de « Je veux quelque chose de toi », c'était « Je veux te donner quelque chose ». Et voilà comment on s'est retrouvés sur Skype. Au bout d'un moment, comment est-ce qu'il s'est arrangé pour que je commence à lui envoyer des photos de moi nue et en franchissant les barrières petit à petit. Bon, déjà, il faut savoir qu'on se parlait tous les jours, plusieurs heures par jour, et c'était quelqu'un qui faisait des coupures volontaires dans le dialogue. Qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, il allait poser une question, comment ça va ? J'allais donner une réponse, relancer la question, il allait répondre à la question, j'allais trouver une réponse, et il allait me répondre « ok » ou « d'accord ». Et c'est à moi de relancer la conversation. Et si je ne relance pas la conversation, il me culpabilise. Il me dit des trucs du style « bon bah t'as l'air occupé, du coup je vais y aller ». Alors aujourd'hui, du coup c'est un truc auquel je fais super gaffe. Quand je discute avec quelqu'un, si je me rends compte qu'à un moment j'ai mis une coupure volontaire dans la conversation alors qu'a priori on est dans une conversation qui pourrait continuer un peu, je relance, je repose une question, etc. Et du coup, c'est ce que je me suis retrouvée à faire à ce moment-là. Donc j'avais littéralement un quota de questions à lui poser tous les jours, comment ça va, comment tu te sens, tu fais quoi de beau, etc. Et quand j'avais épuisé mon quota de questions, bon bah comment est-ce que je peux relancer la conversation allez, nude. Allez, sexto. Et voilà. Et c'est comme ça que, en mettant des coupures volontaires dans la conversation, il me faisait moi toujours démarrer les conversations sexuelles. Et c'est aussi comme ça qu'on crée une espèce d'illusion de consentement, parce que c'est toujours moi qui relance la relation, voilà, c'est toujours moi qui relançais les conversations sexuelles, mais parce que lui, il coupait toutes les autres conversations en fait. Et ça aussi, c'est quelque chose dont j'avais déjà un peu conscience sur le coup, et c'est comme ça qu'il a commencé à m'agacer en fait. C'est parce que, ben voilà, on parlait plus que de cul, soit on parlait de cul, soit on s'engueulait, soit nos conversations tournaient en rond. Vraiment, c'était juste... Après, on passe à quel point dans la manipulation ? Oui. La violence psychologique. Alors, ça aussi, c'est très courant, voilà, dans le cycle des violences, etc. C'est tout commence par aller très bien, et puis au bout d'un moment, ça va plus bien, et puis après, on va trouver un moyen pour que ça aille de nouveau bien. On va s'excuser, etc. Il s'excusait pas. Il retournait toujours la conversation à son avantage. Du coup, la violence psychologique, en fait, au bout d'un moment, il faut savoir que cet homme avait des positions politiques et de pensées qui n'étaient pas du tout les miennes. Moi j'avais 15 ans les gars, j'étais dans mes rêves, j'étais en mode voilà ça c'est ce que je veux faire de ma vie, j'étais en mode ultra hippie en plus, c'est vraiment ma grosse période hippie, j'étais en mode voilà je vais tout quitter, je vais partir vivre en autonomie, je crois à la paix dans le monde, la paix entre les hommes et les femmes et tout, et on doit avancer, on n'est pas parfait, mais voilà le monde est beau, etc. J'ai une utopie dans la tête et je veux qu'on en arrive là, enfin voilà, j'étais dans ma période, je veux changer le monde. et c'est important comme période, genre vraiment ce mec c'était un casseur de rêves. C'est-à-dire que lui, il était dans des opinions déjà d'extrême droite, clairement d'extrême droite. Et ensuite, de façon générale, il était dans des opinions vraiment en mode tu n'arriveras jamais à faire ce que tu veux accomplir, ton rêve est impossible, tes utopies, va te les faire mettre où je pense ailleurs. Et du coup, il me rembarrait des trucs, enfin genre vraiment, il y a une phrase qui m'a overchoquée, je suis désolée pour toutes les personnes musulmanes qui regarderaient cette vidéo. Moi à l'époque, j'étais encore fort dans une phase un peu chrétienne, mais du coup j'étais en mode respect des religions. Et je lui disais, bah voilà, moi je respecte les religions, je respecte les autres religions. La conversation avait commencé vraiment à bien s'emballer quand il m'avait sorti un truc du style un jour les barbus te diront quoi penser. Super. Et il avait fini un de ses messages par je vomis sur cet islam de merde. C'est tellement horrible. C'est tellement horrible. Parce que qu'on ne soit pas toujours d'accord avec certains principes de l'islam, etc. Genre, c'est une chose. Mais qu'on lâche des trucs d'une agressivité et d'une violence pareille, ça me débecte. Ce mec me dégoûte en fait. Comment j'ai pu accepter d'avoir une immondice pareille dans ma vie, excusez-moi, mais... Parce que là, je vous ai donné l'exemple de l'islam parce que c'est vraiment ce qui m'avait choqué le plus. Mais il y avait des trucs genre homophobes, alors que moi j'étais avec une meuf, il y avait des trucs homophobes, il y avait vraiment genre des trucs de misogynie aussi parfois, anti-féministes, enfin genre... C'était vraiment un connard. Genre, il y a des gens qui pourraient ne pas être d'accord avec moi sur ce genre de point, mais pour moi on peut pas être tolérant avec l'intolérant. Toujours dans une certaine mesure évidemment, mais voilà, on peut pas être tolérant avec l'intolérance
surtout une intolérance aussi extrême. Et moi je l'ai été sous prétexte que cet homme m'apportait quoi, une satisfaction sexuelle. C'est même pas en plus, c'était pas vrai, genre c'était une illusion. Et du coup ça montre bien qu'il y avait de la manipulation mentale à l'œuvre. Jamais j'aurais accepté autrement qu'on me parle comme ça. Jamais je me serais excusée après qu'un mec m'ait dit des trucs pareils. Oh désolé d'avoir des opinions. Parce que c'est ce qui se passait après, hein. Il arrivait à retourner la conversation pour que ce soit moi la coupable dans l'histoire, que ce soit à moi de l'excuser, que ce soit moi qui l'emmerde, que ce soit moi qui lui ai fait ci, que ce soit moi qui lui ai fait ça. Mais il me lâchait des trucs d'une horreur, genre vraiment en fait ce mec me pourrissait la vie, c'est vraiment ça, genre il me pourrissait la vie. Il était pas d'accord avec moi sur tous les points, il était méchant avec moi, il m'encourageait à faire des trucs que j'avais pas envie de faire, cet homme me pourrissait la vie et moi je me disais je suis épanouie, je suis en pleine libération sexuelle parce que cet homme me perçoit comme une femme, parce que cet homme estime que j'ai la maturité nécessaire pour être avec un homme de 45 ans. En fait c'est ça le point sur lequel dont il faut qu'on parle, c'est que les pédophiles, ils ne fonctionnent pas en mode ils se cachent ou quoi. Non, ils assument. Ils assument qu'ils sont attirés par toi. Personnellement, déjà, bon, ils assument pas d'être attirés par une catégorie de personnes jeunes. Et je suis même pas sûre que ce soit la jeunesse des personnes qui les intéresse, ces types-là. Honnêtement, lui, je pense qu'il était intéressé vraiment par cette espèce de position mentale qui était évidemment beaucoup plus facile à avoir sur une personne jeune. Et de cette espèce de joug mental, de contrôle mental sur la personne. Qu'est-ce qui s'est passé après ces violences psychologiques ? Eh bien, il s'est passé le hoovering. Alors, qu'est-ce que c'est que le hoovering ? C'est un terme anglais qui signifie littéralement aspirer. L'aspiration. En gros, les manipulateurs, ils ont d'autres victimes. Genre, ça c'est un fait, donc ils peuvent avoir plusieurs victimes en même temps, parfois enfin vraiment c'est tout leur entourage est complètement sous leur joug. C'est plutôt une à la fois, mais du coup ce qu'il faut se dire c'est qu'en général le manipulateur il va vous remplacer très vite, mais il va vous faire croire le contraire. Il va vous faire croire qu'il vous a pas remplacé, il va vous faire croire que vous lui manquez. Et donc même après que la relation soit complètement finie, et là c'était complètement de sa faute, genre c'est complètement lui qui m'a dit stop, je veux plus te voir. Même après que la relation soit finie, il va essayer de revenir. Il est revenu plusieurs fois et j'ai fait plusieurs fois l'erreur de lui répondre parce qu'à l'époque je ne savais pas comment est-ce qu'on gérait le hoovering, hein. Non mais oh. Et puis notamment il est revenu, oui, jusqu'en... Genre, typiquement, à un moment, donc je l'avais pas encore bloqué sur Skype, mais j'avais supprimé Skype, et j'étais plus du tout sur Skype, j'ai plus jamais été. Pendant le confinement, là, en 2020, je suis revenue sur Skype. Les conversations que j'y ai trouvées, donc j'avais supprimé toutes les anciennes conversations. Mais les conversations que j'ai trouvées dataient d'il y a très longtemps, donc ça faisait longtemps qu'il avait essayé de faire ce hoovering là, mais je suis tombée dessus en 2020, où il m'avait réenvoyé sur Skype, j'ai supprimé, j'ai bloqué immédiatement, hein, mais j'ai vu ça, il m'avait réenvoyé un message sur Skype dans lequel il me disait « t'étais quand même belle », et dans lequel il me renvoyait une de mes nudes. Moi j'avais tout supprimé, et lui pas. Voilà, c'était le message, il était là, il était clair et net, moi j'ai tout supprimé, lui pas. Et c'est pour ça qu'il l'a fait. C'est pour me dire ça. C'est ce qu'il cherchait à faire. Et à me remettre devant devant la connerie que j'avais fait, et devant un truc qui me dégoûtait. Et bon, du coup, j'ai supprimé, j'ai bloqué. Il a essayé une fois aussi de venir sur mon serveur Discord, il a essayé de se mettre mes amis dans la poche et tout. Enfin, vraiment, genre, sans qu'il sache que c'était lui, bien sûr. Hein. Parce que globalement, on est toujours sur Wattpad. Donc voilà, il a fait plusieurs tentatives de hoovering, donc c'est-à-dire que les manipulateurs essayent de garder cette espèce de position de domination mentale sur la personne en lui envoyant régulièrement des messages. Mais eux, ils s'en foutent, ils veulent pas vous récupérer. C'est très rare qu'ils veuillent réellement vous récupérer. Par contre, ils veulent vous faire flipper. Ils veulent venir là, comme ça, dans votre quotidien, au milieu de la journée, et dire « Là, cette personne va flipper un max en voyant ce message. » Et c'est inconscient. Chez la plupart d'entre eux, je le maintiens, c'est complètement inconscient. Mais c'est ça qui se passe. Et ces personnes sont fondamentalement mauvaises. Et c'est pour ça qu'il faut pas prendre à la légère la position de victime des personnes qui se retrouvent en face de ça. Clairement, il y a des aspects, genre, de flatterie, en fait. Genre, c'est valorisant, pour moi qui suis une jeune femme de 15 ans, qui me sent pas reconnue par mes pairs, qui me sent frustrée sexuellement, c'est valorisant de me dire que quelque part, il y a un mec de 44 ans qui bande sur mon corps. C'est horrible. C'est horrible, mais c'est une forme de validité, en fait, qu'ils arrivent à nous mettre dans la tête, et qui a de l'importance, parce que la validation des adultes, c'est tous ce qu'on cherche à 15 ans. La validation de certains adultes, et en particulier, pourquoi pas, d'un adulte inconnu sur internet qui écrit des fictions sexuelles. J'insiste vraiment sur le fait qu'on peut discuter de beaucoup d'aspects, on peut parler de ma responsabilité dans cette histoire. Je suis responsable d'une partie des choses qui se sont passées, mais ce n'est pas de ma faute, c'est pas pareil. Et en l'occurrence, je suis victime
de sa manipulation mentale. Je ne suis pas victime, je ne me sens pas forcément victime de pédophilie ou quoi, je me sens victime de la manipulation mentale de ce type. Comment est-ce qu'on s'en sort de ça? Parce que je m'en suis sortie. Je m'en suis sortie et je suis pas là juste pour raconter ce qui s'est passé, je suis là aussi pour vous donner des armes, j'espère, pour se défendre contre la manipulation mentale, mais aussi pour s'en sortir après ça. Il y a peut-être des personnes qui vont tomber sur cette vidéo en commençant à prendre conscience qu'elles ont été victimes de pédophilie. Comment on s'en sort? Alors déjà, moi, honnêtement, ma chance, elle a reposé sur une personne, Guillaume. Je monte par là, vous le voyez pas, même moi je le vois pas en fait, il y a un drap devant, mais il est là. Il est présent. Ma chance, c'est d'avoir été en couple après ça. Ma chance, c'est d'avoir trouvé une vraie personne qui m'aime pour ce que je suis, avec laquelle notre différence d'âge n'est que de 2 ans, ce qui est quand même vachement plus raisonnable, hein, on va pas se mentir. Et ma chance, c'est d'avoir été avec quelqu'un d'une patience. Non mais parce que à l'époque, je pensais que ce qui s'était passé avec pouvait briser notre couple. Je savais pas qu'on resterait 3 ans et demi ensemble minimum. On est partis, nous, on continue, on reste pour toute la vie. Mais je savais pas que au bout de 3 ans et demi de relation, on tiendrait encore, on en serait là aujourd'hui. Je savais pas ça. Je savais pas qu'on était aussi forts en fait. Donc au début de notre relation, je pensais réellement que pouvait pourrir notre couple. Et j'ai cru que ça arriverait. J'ai failli le quitter pour ça. J'ai failli le quitter parce que j'étais tellement triste, j'étais tellement dégoûtée par moi-même, j'étais tellement mal de me dire que j'avais offert à quelqu'un d'autre qu'à lui ce que lui seul méritait, et encore, même pas, genre, même à lui, il y a des trucs que je lui ai pas envoyés parce que il n'a pas envie que je me force. Et moi non plus, j'ai plus envie de me forcer. J'ai une chance énorme d'avoir été dans une relation saine après ça. Une relation saine qui est encore d'actualité, et une relation saine où on est arrivé avec tous les deux avec nos pires traumas sur les épaules. Et j'estime, je fais partie des gens qui estiment qu'en général quand tu démarres dans une relation, c'est bien d'avoir mis les trucs au clair avec toi-même avant. C'était pas le cas du tout. D'accord? On n'avait rien mis au clair avec nous-mêmes avant. On s'est retrouvés là-dedans, et on a dû dealer avec nos problèmes et ceux de l'autre. Et on a dû traverser tout ça avec cet énorme poids sur les épaules. Et honnêtement, je pense que ça nous a renforcés. Mais ça a fonctionné aussi parce qu'on en était capable. Parce qu'on a communiqué correctement. Parce qu'on a mis au clair la notion de consentement dans notre couple. Parce qu'on a toujours été ouvert à tous les sujets l'un avec l'autre, qu'on a pu toujours se parler de tout. Je veux dire, ça a fonctionné parce que c'est nous. Du coup, moi je m'en suis sortie parce que j'ai eu une relation saine avec une personne saine après ça. Il y a pas mal de types de personnes différentes qui sont susceptibles de tomber sur cette vidéo. Et dedans, je suppose qu'il y a également des parents qui souhaitent protéger leurs enfants contre les pédophiles sur internet. C'est pas facile. C'est pas facile. J'irais même presque jusqu'à dire qu'en tant que parent, vous ne pouvez pas faire grand-chose, malheureusement. C'est horrible, hein, mais vous pouvez pas faire grand-chose. Je suis fondamentalement persuadée que vous ne devez pas, sous prétexte qu'il y a ce genre de grand malade, priver votre enfant d'internet. Alors après, je ne suis pas parent moi-même, je ne suis personne pour vous dire ce que vous devez faire avec vos enfants, ça c'est de toute façon votre éducation vous appartient. Mais si vous voulez mon avis fondamental là-dessus, personnellement sur internet j'ai rencontré mon compagnon, j'ai rencontré mes meilleurs amis, les gens que je connais aujourd'hui quasiment que en virtuel, on commence à se rencontrer un petit peu en vrai, voilà, ça arrive parce qu'on a grandi, parce qu'on peut le faire. C'est mes amis depuis le plus longtemps en fait. Moi je suis une personne... Là, les amis IRL que j'ai maintenant, je les ai rencontrés en septembre en arrivant à l'école. Les amis, par contre, virtuels, ça fait 3-4 ans qu'on se connaît déjà, certains. Pour moi, vous devez pas empêcher votre enfant d'être sur Internet. Et vous devez pas empêcher votre enfant de rencontrer des gens sur Internet. Et il faut vraiment que vous partiez du principe que la majorité des gens que votre enfant va rencontrer, ce sont des gens comme lui. C'est pas des pédophiles. C'est pas des pédophiles déguisés. C'est rare, ça. Vraiment, c'est rare. C'est rarissime. La plupart du temps, ce sont des gens comme lui. Il va rencontrer des ados, plus ou moins du même âge, plus ou moins de la même génération, qui vont lui apprendre des trucs, qui vont lui apporter des trucs, et c'est bien. Je pense fondamentalement que c'est bien de se faire des amis sur internet. Après, là où ça devient plus compliqué, c'est que le seul moyen à ce moment-là de protéger votre enfant, c'est d'avoir une relation de confiance avec lui. Et Dieu sait qu'avoir des relations de confiance avec les ados, c'est pas facile. Voilà, je dis que c'est la seule solution, mais je sais que c'est une fausse bonne solution. Je sais que les ados ont leur jardin secret, que c'est la période où c'est difficile de les comprendre, que c'est la période où on est un peu déconnecté, voilà. Et c'est normal, votre ado est en train de se détacher, il fait sa vie, il se débrouille, et il va rencontrer des personnes malveillantes. Le meilleur moyen de s'armer contre ces personnes, c'est de ne pas
mentir sur la réalité des faits. Alors mentir, je ne pense pas qu'on m'ait menti, mais quand on me faisait de l'éducation sur le cyberharcèlement, etc., sur tous les trucs qui pouvaient se passer de mal sur internet à l'école, c'est quelque chose qui se faisait, c'est déjà très bien. On me vendait souvent l'image du pédophile, vraiment, on me le vendait en mode, ce sont des personnes qui vont se faire passer pour un adolescent de ton âge, qui vont développer une relation de confiance avec toi, et puis qui un jour vont te proposer un rendez-vous, et crac, en fait c'est une personne adulte, et tu vas te faire violer. On m'avait présenté les choses comme ça, mais la pédophilie sur internet est immensément plus complexe. Et l'un des principaux trucs qu'il faut se rendre compte, c'est qu'en général, ils se cachent pas. Ils se cachent pas d'être des mâles adultes, je dis en général c'est des hommes, ça pourrait très bien arriver qu'il y ait des femmes aussi, hein, mais je pars plutôt du principe que ce sont des hommes, j'ai rencontré moi personnellement que des hommes, donc ils cachent pas le fait que ce sont des hommes adultes. Et du coup, si vous donnez une mauvaise image de ce qui se passe sur internet à votre enfant, en fait ils peuvent s'en servir. Ils peuvent s'en servir en mode tes parents n'y connaissent rien, tes parents ne comprennent pas, tes parents ne peuvent pas te comprendre, moi je peux te comprendre. Et donc, vous devez vous renseigner sur ce qui se passe réellement sur internet. Et du coup, c'est super bien que vous regardiez cette vidéo. Voilà, il faut... l'image du pédophile qu'on a n'est pas forcément la vraie. Et peut-être que l'image de ce pédophile va encore changer, et peut-être que la réalité derrière va encore changer. Et ce sont des choses qu'il faut garder en tête. Comment est-ce qu'il fonctionne réellement ? C'est plus facile pour vous en tant que parent de démasquer le fait que votre enfant aille à un rendez-vous donné par une fausse personne que de démasquer la manipulation mentale d'un adulte qui ne va pas sortir de ce cadre sur lequel vous n'avez pas un contrôle absolu qui est internet. Du coup pour moi, en fait, à part une communication claire et à part bien connaître la réalité, que ce soit des pédophiles ou des autres problèmes qu'on peut rencontrer sur internet, de revenge porn, de harcèlement, etc., vous ne pouvez pas faire grand chose pour aider votre enfant. Moi je sais pas trop quoi vous dire de plus. Si vous avez été victime, d'une manière ou d'une autre, de pédophilie sur internet, j'insiste sur internet, parce que la pédophilie dans la vraie vie, c'est un autre level, et je ne suis pas armée personnellement pour vous aider. Mais si vous avez été victime d'une manière ou d'une autre de pédophilie sur internet, sachez premièrement qu'on s'en remet. Je sais que c'est dur, je sais qu'on se sent crade, je sais qu'on sait pas ce qui se passe, qu'on comprend plus ce qui s'est réellement passé, mais on peut s'en remettre, on peut s'en sortir. On peut dépasser ça, on peut devenir une personne meilleure, on peut construire des relations meilleures, 1000 fois meilleures que celle-là. Si vous êtes là encore aujourd'hui, si vous avez une quinzaine d'années, ou même moins ou plus, et que vous êtes en couple sur internet avec un adulte beaucoup plus âgé que vous, dites-vous bien que la probabilité que cette personne soit réellement intéressée par vous sentimentalement est extrêmement faible, et que ce critère, l'attirance sentimentale que cette personne peut ressentir pour vous, n'est pas la base d'une relation saine. C'est vraiment ça qu'il faut se dire, c'est-à-dire que peut-être qu'il est vraiment amoureux de vous. Je pense pas que ça soit le cas, et je pense vraiment qu'il faut essayer de dépasser ça. Peut-être qu'il est réellement amoureux de vous. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne relation. Ça ne veut pas dire que vous pouvez construire quelque chose ensemble qui en vaut vraiment la peine. Il y a un livre sur la manipulation qui est vraiment super, que je vais aller vous chercher, et que je vais vous montrer, et que je vous le dis, je vous le donne. Il y a ce bouquin, qui est un très bon bouquin sur la manipulation mentale. Ça parle du hoovering, c'est là-dedans que j'ai découvert ce principe, enfin que j'ai découvert le principe, non, parce que j'ai subi le principe, donc je le connaissais, mais c'est là-dedans que j'ai compris et que j'ai nommé le principe. Ça parle de manipulation mentale, c'est super bien foutu, ça parle pas de pédophilie, mais le titre de ce livre, Tant pis pour l'amour, est extrêmement bien choisi. Quand on est dans ce genre de cadre de manipulation mentale, en général, la chose qui nous fait rester, c'est l'amour. On se dit, j'aime cette personne. On parle, je vous remets quand même dans le cadre, hein. On parle d'un enfant qui a entre 10 et 20 ans et qui pense ça d'un adulte qui a plus de 30 ans, qui est complètement ailleurs dans sa vie, qui n'est plus du tout à l'école, qui se trouve peut-être même dans un autre pays. L'enfant se dit, cette personne m'aime. Tant pis pour cet amour. Tant pis pour cet amour. Tant pis pour l'amour que tu as pour cette personne. Tant pis pour l'amour que tu penses que cette personne a pour toi. Tant pis. Ce qui compte, c'est que la relation te rende heureux, heureuse. Ce qui compte, c'est que la relation t'apporte du positif, t'apporte de l'espoir, te donne envie d'avancer dans ta vie. C'est ça qui compte dans une relation. Peut-être même plus que l'amour. Peut-être que parfois ça vaut la peine d'être avec une personne, t'as pas forcément des sentiments incroyables pour elle, genre t'as déjà été en crush avec beaucoup plus de force que ça, mais peut-être que cette personne-là, elle peut t'apporter plus de choses, et peut-être que les sentiments, tu vas les développer au fur et à mesure, et peut-être que ça, c'est 1000 fois meilleur que tout ce que tu pourras vivre avec une personne qui te fait battre de fou ton cœur, tu vois. Surtout si cette personne n'est pas au même stade que toi dans la vie. Je ne pense pas qu'une personne d'une quarantaine d'années puisse m'apporter une certaine satisfaction, que ce soit sur le plan sexuel ou amoureux. Non pas parce que cette personne n'a pas d'amour à donner, non pas parce que cette personne n'a pas d'expérience sexuelle, mais parce que ce n'est pas ce que je recherche dans une relation. Parce que ce n'est pas ce qui me fait envie, et parce que moi ce que je veux, et je l'ai appris à mes dépens, c'est évoluer ensemble, grandir ensemble. C'est mon compagnon qui m'a dit ça.
très tôt dans notre relation. Il m'a dit « Je veux qu'on grandisse ensemble, je veux apprendre les choses, je veux découvrir les choses avec toi. » Et ça vaut de l'or. Et ça vaut 1000 fois plus que toute l'expérience du monde. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Je vous remercie d'avance pour la bienveillance qui, j'espère, se dégagera globalement de des commentaires et des retours et des partages. Je vous invite à laisser éventuellement un commentaire, à partager cette vidéo. Je pense que c'est assez important que ce genre de message se propage. Je pense que c'est assez important qu'on en parle vraiment pour de vrai de ce que c'est la pédophilie sur internet. Et puis je vous invite à laisser éventuellement un pouce bleu, si vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite à regarder le reste de mon travail, ça n'a pas grand chose à voir avec ce que je raconte ici, mais pourquoi pas, ça peut peut-être vous plaire. J'espère que vous allez rester safe sur internet, que vous allez réussir à faire de super rencontres, que vous allez peut-être vivre des expériences un peu moins marrantes mais qui font partie de la vie, et j'espère surtout qu'on finira par en arriver à bout de ces connards. Je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite une bonne continuation, vraiment gros bisous tout le monde. Je vous aime.